Voilà. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Je commence cette séance par la désignation de la secrétaire de séance et je vous propose comme secrétaire Madame Magnier. Y a-t-il des objections? Alors, s'il n'y a pas d'objection, je laisse Madame Magnier pour faire l'appel. Merci Madame le maire. Madame Valérie Forniez. Monsieur José Henrard. Madame Marie-Claude Thiémé. Monsieur Jean-Yves Sibylle. Magnier Marie-Thérèse présente. Monsieur Jean-Michel Marin. Madame Colette Fauveau. Monsieur Rudy Bardy. Madame Anne-Marie Delcroix. Monsieur Alain Deruche. Madame Nathalie Lisiac. Monsieur Raymond Demoury. Madame Marie-Dominique Skripniak. Monsieur Christophe Etch. Madame Isabelle Bécu. Monsieur Eladio Rojas. Madame Marie-Claire Slomiani. Monsieur Bernard Skripzak. Madame Corinne Nouveau. Monsieur Jacques Petit. Madame Thérèse Louvion. Monsieur Dominique Couvlard. Monsieur Petit. Monsieur Fabrice Aramba. Madame Isabelle Novicki. Monsieur Christian Chollet. Madame Delphine Delannoy. Monsieur Sylvain Papin. Madame Michel Bonenfant. Monsieur Enrico Boticchio. Vous pourrez faire parvenir les pouvoirs, s'il vous plaît? Merci. Oui, c'est fait. Bien. Alors, je vous propose de passer à l'adoption du compte-rendu du dernier conseil, sachant que sur l'intervention de M. Zaramba, vous êtes intervenu sur une question concernant le parc naturel régional et notamment sur la convention Ramsar et l'appartenance de l'aire d'Aucher au site retenu. Malheureusement, Gaël m'a fait part d'une difficulté pour retranscrire vos propos suite à cette demande. Donc, je vous propose de corriger ce procès-verbal si vous le souhaitez, hein, le procès-verbal du 12 avril dernier, dans ce sens et d'y intégrer votre question, c'est-à-dire c'était bien ça, est-ce que c'est ça? On se trompe pas? Ouais, bon, voilà, donc on le reprendra comme ça, mais on n'avait pas la possibilité d'entendre ce que vous disiez. Donc j'en profite pour vous demander de bien mettre vos micros quand vous prenez la parole, parce que sinon Gaël se trouve en difficulté après pour retranscrire les comptes rendus de réunion. Au-delà de cette intervention, y a-t-il des objections ou des interventions? Monsieur Boticchio. Oui, petite remarque, dans les absents, vous indiquez Michel Bonenfant, elle était présente au débat. Dans les elle est absents. arrivée quelque peu en retard. Ouais. Et ensuite, une autre remarque sur la page 10. Comment justifiez-vous de vendre un bien 35 000 € alors que vous l'avez payé plus de 35 000? C'est 65 000. Alors, bah ouais, c'est dans la vente, mais on ne peut pas dire que 35 000 soit correct compte tenu que vous avez payé plus de 70 000, c'est ça? 65 000, vous l'avez payé 65 000. 65 Plus de 65 000. Donc il faut enlever 70 et mettre 65? Non, il faut enlever les 35 et mettre 65. Bon, on va... Vous voyez où je parle? Comment justifiez-vous de vendre un bien de 35 000 € alors que vous l'avez payé plus de 35 000? C'est 65 000. Je ne suis pas sur la même... Je suis pas sur la même phrase que vous, je pense. Là. À la page 10. Ah oui, si. Troisième paragraphe. Fin du deuxième. Pardon? Fin du deuxième paragraphe.
Ah oui, comment justifiez-vous de vendre un bien 35 000 € alors que vous l'avez payé plus de 35 000 €? Donc c'est comment justifiez-vous de vendre un bien 35 000 € alors que vous l'avez payé plus de 65? Oui. Ok, on va rectifier ça. D'autres observations? Un mot sur la page 9, sur les propos de M. Henrard qui nous parle, je cite, les règles concernant les évaluations ont changé, les plus 10, moins 10 n'existent plus. Je confirme que ça existe toujours, M. Henrard. Il faut peut-être vous rapprocher d'autres communes. Non, mais non. J'ai demandé où... Bien. Autres observations sur le compte rendu? On peut passer à l'adoption. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais maintenant vous faire la lecture des décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal et notamment, vous verrez qu'en début de lecture, vous allez avoir 3 décisions budgétaires qui vont passer. Alors, les décisions budgétaires du maire concernant les dépenses imprévues. Les dispositions des articles L232-2-1 et L232-2-2 du Code général des collectivités territoriales concernant la procédure des dépenses imprévues autorisent, dans certaines limites, le maire à effectuer des virements du chapitre des dépenses imprévues vers d'autres chapitres de dépenses. Les crédits inscrits au budget pour dépenses imprévues ne peuvent être supérieurs à 7,5% des dépenses réelles de la section et ne peuvent être employés que pour faire face à des dépenses réelles non prévues au budget. Le mandatement du montant de la dépense imprévue nécessite au préalable une décision du maire. Donc, conformément à cet article L232-2-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire rend compte au conseil municipal à la première séance qui suit l'ordonnancement de la dépense, pièces justificatives à l'appui. C'est pour ça que vous avez sur table les pièces justificatives qui concernent ces décisions. Et je porte à vos connaissances donc 3 décisions budgétaires qui ont été prises, dont 2 concernent les écoles et la 3e concerne la maison de la petite enfance. Donc, concernant les écoles, il s'agit de la décision numéro 61, un transfert de crédit du chapitre 020, donc là on est dans l'investissement. Chapitre 020 de dépenses imprévues pour la réalisation des travaux d'aménagement dans le hall de l'école Pierre et Marie Curie pendant la période de vacances scolaires, pour un montant de 8 294 € vers le compte 21 312 212 bâtiments scolaires. Ensuite, vous avez la décision budgétaire numéro 66, qui celle-ci concerne également de l'investissement. Il s'agit du transfert du chapitre 020 également, dépenses imprévues, pour la réalisation des travaux de renforcement de la charpente de la maison de la petite enfance. Vous savez que la maison de la petite enfance a été fermée suite à une anomalie au niveau de la charpente. Nous avons dû effectuer les travaux. Ces travaux devant être effectués rapidement pour des raisons de sécurité afin de permettre la réouverture du site, pour un montant de 6 912 € vers le compte 21 318-641, autres bâtiments publics. Et donc, vous avez dans les pièces justificatives la facture, puisqu'elle a été reçue en date du 4 octobre. Elle est en cours de traitement, et donc vous avez la facture, mais vous n'avez pas le mandat, parce que c'est seulement en cours de traitement, donc le mandat va être réalisé par les services. Enfin, sur la décision budgétaire 70, un transfert de crédit, donc là on est en fonctionnement, du chapitre 022, dépenses imprévues, pour la réalisation des travaux de peinture extérieure à l'école primaire Daniel Ferry pendant la période des vacances scolaires. Le montant du transfert s'élève à 9 744 € et va vers le compte 615 221 212 bâtiments publics. C'est pour la réalisation des peintures du châssis et des piliers du bâtiment sur lequel on avait refait la toiture. Voilà. S'il n'y a pas d'intervention, je continue les décisions.
Décision numéro 60, la fermeture de la régie de recettes pour l'encaissement des droits des trajets pour le minibus municipal à compter du 1er septembre 2019. La décision 62, pardon. La signature avec le bureau Veritas, exploitation d'un avenant numéro 1 à la mission de vérification périodique des installations et équipements techniques dans les bâtiments communaux, aires de jeu et buts sportifs pour l'année 2019 et 2020. Cet avenant porte sur la vérification de l'échafaudage roulant. Montant de la prestation 188 € hors taxe pour l'année 2019 et 376 € hors taxe pour l'année 2020. La décision numéro 63, la signature d'un devis de la société Géoproject de Saint-Amand-les-Eaux pour l'établissement des certificats d'alignement pour la période de juin 2019 à mai 2020. Le montant de la prestation est de 145 € hors taxe par alignement du 1er au 5e et ensuite 115 € hors taxe par alignement supplémentaire. La décision numéro 64, la signature avec le groupement d'architectes Simon et SAS MEIC d'un avenant numéro 1 au marché de maîtrise d'œuvre portant sur le projet de réhabilitation et de mise aux normes et d'extension du dojo. Cet avenant porte sur la prise en considération des études et travaux supplémentaires non prévus dans le programme initial et en particulier la restructuration du local bouliste, les traitements des eaux pluviales à la parcelle, l'aménagement du parking, ainsi que la reprise des soubassements et installations électriques complémentaires dans l'ancienne salle du judo affectée à la musculation. Il y a lieu d'augmenter le coût estimé des travaux initialement prévus à hauteur de 620 000 € hors taxe et de l'arrêter au stade ADP à 740 000 € hors taxe. Le montant global de la mission de maîtrise d'œuvre passe de 69 750 € hors taxe à 83 250 € hors taxe, soit une plus-value d'un montant de 13 500 € répartie de la manière suivante. SARL d'architecture Simon, 6 461 € 14 centimes hors taxe et SAS MEIC, 7 038 € 86 hors taxe. La décision 65, l'attribution du marché de travaux portant sur la fourniture et la pose d'un bâtiment modulaire pour le groupe scolaire Daniel Ferry à l'entreprise construction d'AC SAS à Casse-Tête. Alors, le montant du marché est de 379 470 € hors taxe. Option 1, auvent offerte. Option 2, habillage extérieur partiel, 8 560 € hors taxe. La décision 67, la signature d'une convention avec la société Lys Restauration à Lys-les-Lannoy pour la préparation, la fourniture, la livraison des repas nécessaires au restaurant scolaire en liaison froide pour la période de septembre à décembre 2019. Le prix des repas sont fixés pour les maternelles à 2,21 € TTC, 2,27 € TTC pour les primaires et pour les repas de plus de 12 ans à 2,42 € TTC. La décision 68, une convention avec la ville de Reims pour l'accueil des scolaires à la piscine municipale Louis-Poncé les lundis de 13h45 à 15h10. Le coût est de 45 € par séance et par classe. La décision 69, la signature d'un contrat d'abonnement au service d'information juridique pluridisciplinaire de la société SVP à Saint-Ouen. Le montant de la prestation, 500 € hors taxe mensuelle pour une durée d'une année. La décision 71, signature d'un devis établi par Géoproject à Saint-Amand-les-Eaux pour l'établissement d'un document modificatif cadastral de la parcelle AP 666 rue Gesquière, montant de la prestation 390 €. La décision 72, la reconduction du bail commercial avec la Poste pour les locaux dans la rue Jean Jaurès, la prise d'effet fixée au 1er juillet 2019 pour une durée de 9 années et un loyer annuel de 9 109 €.
La décision 73, la signature d'un devis établi avec Diag 59 pour la réalisation d'un diagnostic performance énergétique de l'immeuble 6 au 70 rue Jean Jaurès pour un montant de 100 €. 74, dans le cadre du projet de réhabilitation et de mise aux normes et d'extension du dojo, la signature avec le bureau Veritas, construction de Villeneuve d'Ascq de l'avenant numéro 1 à la mission de contrôle technique. Cet avenant a pour objet de réajuster la mission de contrôle technique eu égard au nouveau coût prévisionnel des travaux. L'enveloppe financière de base affectée aux travaux est passée de 620 000 à 740 000 et le montant hors taxe et le montant global de la mission passe donc de 6 820 € à 8 140 €, soit une plus-value de 1 320 €. La décision 75, c'est la signature d'un contrat avec la SARL Laurence Lefebvre de Bouchain pour la mission, cette fois-ci de coordonnateur sécurité prévention santé pour la réalisation et la fourniture du modulaire pour le groupe Daniel Ferry, une mission qui s'élève à 1 170 € hors taxe. La décision 76, c'est la signature d'un contrat à la société Microservices Informatiques de Mons-en-Barœul pour l'installation, la configuration, la maintenance de la connexion à Internet des services municipaux, un montant mensuel de 107 € hors taxe pour une durée de 24 mois. La signature d'un avenant au contrat d'assistance de maintenance avec la société Arpège pour les logiciels de l'état civil du cimetière, la gestion des listes électorales et le module de transfert des fichiers vers l'INSEE pour un montant annuel de 2 834,14 € hors taxe avec une date d'échéance du contrat au 31 décembre 2023. La décision numéro 78, un contrat avec Pile Service de Provins pour le contrôle et l'affûtage de l'âme du Massico électrique. 1 009,69 € pour une durée d'1 an. La décision 79, la signature de la demande de permis de construire pour l'installation du bâtiment modulaire pour le groupe Daniel Ferry. La décision 80, la concession dans le cimetière communal d'une caverne pour une durée de 30 ans à Madame Guilhem pour un montant de 1 100 €. La décision numéro 81, la concession dans le cimetière communal d'un terrain pour une durée de 50 ans à Madame Bulins, une concession à hauteur de 400 €. Toujours une concession dans le cimetière communal pour une durée de 50 ans à Madame Richer pour un montant de 400 €. La décision 83, régie de recettes des cantines scolaires et la modification de la valeur unitaire du ticket. Les tickets de couleur jaune numérotés passe de 3,10 à 3 €. Pardon. La décision 84 est la signature de la demande du permis de construire pour l'installation d'un conteneur à proximité du centre des arts plastiques afin d'y stocker du matériel. La 85 stipule la location d'une place au parking à Verlan à Monsieur Vandermouten pour un tarif de 20 € mensuel. La 86 est une demande de financement auprès de l'Agence nationale du sport pour la création d'une aire de fitness dans notre parc pour un montant de subvention sollicité et de 45 529,60 €, soit 80% de cette opération, estimée à 58 162,02 €. Ensuite, la décision 87, la concession dans le cimetière communal d'une case de columbarium à Madame le maire pour une durée de 30 ans, 750 €. La décision numéro 88, le contrat avec la société Logitude Solutions de Mulhouse pour une maintenance du logiciel d'établissement des PV électroniques, avec un tarif forfaitaire annuel de 297 € hors taxe, durée reconductible 1 année, reconductible 2 fois. La décision 89, le contrat avec la société PMB Service Mondeval-sur-Loire pour l'hébergement et l'assistance du logiciel de gestion de la bibliothèque. Coût annuel 337 € hors taxe, durée 1 an. La décision 90, la société Agéris pour la réalisation d'une étude géotechnique dans le cadre de la construction d'un chevalement au quartier pour une mission à hauteur de 1 590 € hors taxe. La décision 91, mission de contrôle technique portant sur la construction d'un chevalement au quartier confié au bureau de contrôle d'ECRA
industriel à Aulnoy-les-Valenciennes, et ça pour une prestation à hauteur de 3 000 € hors taxe. Voilà pour l'ensemble des décisions prises depuis le dernier conseil municipal. Y a-t-il des demandes d'information? Bien, je vous propose donc de passer à l'ordre du jour. À commencer par le fait qu'il est porté à votre connaissance le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'eau potable. Donc il est à votre disposition et donc il est demandé au conseil municipal de donner un avis sur le rapport qui était annexé dans vos... Y a-t-il des questions concernant ce rapport? Oui, Madame le maire. Allez-y. Je voudrais faire des remarques concernant ce rapport. Parce que c'est l'affaire de tous, l'eau, et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne tournent pas très, très correctement dans ce rapport. Je vais vous faire part de mes remarques. Dans le préambule du rapport, il fait état de la mise en place de l'avenant numéro 2 pour le SIDERC, qui enclenche l'harmonisation des prix en vigueur avec celle du CERVAEP, tarifs réglementés et règlements de service. C'est beau de l'écrire, mais encore faut-il le mettre en application. Signé en 2017, nous sommes fin 2019 et les tarifs ne sont toujours pas harmonisés entre le CERVAEP et le SIDERC. À la constitution du SEV en 2013, les administrateurs pouvaient, du fait de la fusion des deux syndicats en une seule entité, il était possible de négocier la fusion des deux contrats de délégation de services publics afin d'harmoniser les conditions d'exploitation technique et économique. Concernant la production d'eau potable, je constate un écart important entre le volume produit et le volume facturé. Un volume produit de 11 935 000 m3, dont 11 387 328 m3 mis en distribution, volume facturé 8 126 330 m3, perte de réseau 2 819 746 m3, ce qui représente un taux de perte important. Il représente 24,7% du volume distribué et 34,5% du volume facturé. C'est une perte économique nette. Aucune explication et action ne sont mentionnées dans ce rapport. Concernant la tarification de l'eau, si l'harmonisation des conditions d'exploitation technique et économique a été mise en place avec la fusion des deux contrats de délégation de services publics, cela aurait permis au SEV de respecter l'égalité tarifaire entre les usagers du service public lorsqu'ils sont placés dans une situation identique, se voient appliquer les mêmes tarifs. À savoir que le prix du CERVAEP en 2018 est 2,40 € le mètre cube. Le SIDERC, dont nous faisons partie, fait 2,62 € le mètre cube. À titre d'information, le SIDEN, qui est Noréade, a un prix de 2,25 € le mètre cube en 2018, et en 2019, il sera de 2,21 € le mètre cube. Je voudrais à ce sujet, s'il était possible en fin de conseil, vous présenter deux tableaux comparatifs entre le CERVAEP, le SIDERC et le SIDEN, au niveau comparaison de prix. J'ai fait un petit comparatif entre Anzin, qui est au CERVAEP, et Fresnes. Pour une consommation donnée, j'ai pris ma facture et j'ai appliqué les taux d'Anzin. J'ai une économie de 95 € par an sur ça. Si je compare ma facture avec les prix actuels comparés au SIDEN, je gagne 200 € par an. Alors, il faudrait peut-être se poser la question, comment peut-on voir l'avenir avec le SEV ou le SIDEN? La question est posée. J'aimerais qu'on puisse en débattre là-dessus lors d'un conseil. Alors, et je voudrais terminer, si vous permettez. Dans cette présentation, il n'est pas fait état des éléments financiers, hormis les recettes. Pas d'informations sur les dépenses, le résultat, le personnel, les investissements. Cela nous aurait permis de nous faire une opinion sur la gestion du SEV. Cependant,
Ils ont indiqué quand même les recettes de fonctionnement représentent 1 306 euros et 1306 euros 730. Les dépenses que je suis parvenu à obtenir représentent 371 euros 432, ce qui constitue un résultat de 935 298 euros, soit 71,5% des recettes de fonctionnement. Compte tenu de ce résultat et de la part que représente la facturation de la surtaxe sur les ventes de l'eau, 1 117 191 euros sur les 1 306 000, le montant de cette surtaxe est-elle justifié dans son intégralité? Question que je me pose. Voilà, c'est ma remarque. Ok, donc je vais laisser la parole à Madame Magnier, qui est représentante au SEV, peut-être complétée par les propos de Monsieur Deruche, qui est également représentant au SEV pour la commune. Pour ce qui est du débat, je veux bien effectivement qu'on mène un débat à l'occasion d'un prochain conseil municipal. Sachez simplement que pour l'instant, il n'y a pas de débat à avoir puisque la récupération des syndicats, que ce soit pour l'assainissement ou pour l'eau, si je ne m'abuse, va passer dans le cadre de la loi NOTRe sous l'égide de Valenciennes Métropole. Donc, le temps que ces choses-là se négocient dans chaque syndicat, etc. Pour l'instant, c'est chacun dans chaque communauté d'agglo reprend ses billes, libre à la communauté d'agglo d'agir comme bon lui semble, sous forme de délégation de service public auprès d'un autre syndicat. Je ne dis pas de bêtises jusque-là. Non, mais je ne vais pas te demander le cours, mais dis-moi simplement si je dis pas de bêtises. Hein. Voilà. Ou en régie, et donc les positions des deux agglos ne sont pas encore définies. En tous les cas, c'est des sujets de discussion qui sont actuellement en cours au sein des agglomérations, et je pense que on va avoir des présentations et des débats sur le sujet. Sur les autres thématiques que vous abordez, je laisse donc la parole à Madame Magnier. Merci Madame le maire. Alors, on va reprendre au début. Au début, nous étions au SIDER. Tu peux remettre au début? Et là, nous étions arrivés avec une grosse dette que le CIRVAEP que le SEV a baissé. Si vous aviez regardé votre facture de 2018, vous auriez pu voir qu'elle avait déjà baissé. Et en 2020, nous aurons exactement le même prix que le CIRVAEP. Ceci suite à une négociation que nous avons eue avec le SEV, Écopon, Fresnes, Condé et Vieux-Condé. Ensuite, pour ce qui est des fuites, les fuites sont dues à la fois par le fait que l'on puise de l'eau, vous savez bien, les gens du voyage, les industries, les pompiers, et aussi les fuites dues aux tuyaux en plomb. Régulièrement, ils sont vérifiés. Et normalement, l'année prochaine ou l'année d'après, comme nous allons être sous compteur relié directement à Anzin, toutes les fuites seront indiquées à la minute près. On pourra savoir où il y a une fuite, ce qui n'est pas encore le cas. C'était quoi encore vos questions, Monsieur Boticchio ? Pour ce qui est du prix de l'eau, je vous assure que nous avons négocié et qu'en 2020, vous aurez exactement le même prix qu'au CIRVAEP. Mais nous arrivions avec un déficit important. Vous savez, dans un mariage, il y a parfois une dot plus qui arrive et parfois il y a un négatif qui arrive. Et là, c'est malheureusement ce qui est arrivé. Je sais bien ce qui était... Merci Madame Magnier. Monsieur Douvrin, si vous pouvez prendre un micro, ça nous arrange. Le CIRVAEP avait un contrat avec Suez qui a été renégocié donc en appel d'offres il y a maintenant 2 ans. Avec des nouveaux investissements. Cela dit, pour donc la partie SIDERC, le contrat était aussi avec Suez, mais n'a pas pu être résilié
malgré la prise de compétence du SEV. Hein. Donc le contrat actuellement avec Suez concernant l'ancien SIDERC est toujours d'actualité, avec des prix qui sont différents. Hein. Donc à la fin de ce contrat, bien entendu, donc ça doit être en 2020, à la fin de ce contrat, bien entendu, les prix vont pouvoir s'harmoniser. Voilà. Merci Monsieur Douvrin de votre intervention. Et pour compléter, je vous rappelle que en ce qui concerne la décision d'aller du SIDERC vers le SEV et d'aller vers Noréade, etc. C'est une question qui s'est posée à l'ensemble des communes à l'époque. Je vous rappelle d'ailleurs que la commune de Vieux-Condé avait décidé, si je ne m'abuse, de partir et qu'elle n'a pas reçu l'accord de l'ensemble des communes de la communauté d'agglomération pour faire cette démarche et que par conséquent, elle a fait marche arrière et elle s'est remise à égalité avec les autres villes. Voilà. Parce que la décision de partir d'un syndicat vers un autre n'est pas seulement dépendante de la volonté de la commune, elle dépend aussi de l'ensemble des communes, des différentes communautés d'agglo. Et une petite précision complémentaire de la part de M. Douvrin, qui est passionné par le sujet. Oui, j'aime ça, moi. L'eau, c'est la vie. Une précision complémentaire, donc la loi NOTRe s'applique à partir du 1er janvier 2020 et la compétence donc des communes sera transférée d'office par l'État aux communautés. Ça veut dire que les communes n'auront plus du tout le choix. Ça sera les communautés qui vont décider des nouveaux contrats qui auront la compétence eau et assainissement à partir du 1er janvier. Voilà où nous en sommes actuellement dans ces démarches. Bien, il s'agit de donner un avis. On ne vote pas cette... Ah si, alors on vote le fait que je vous ai demandé de donner votre avis et que vous avez donné votre avis. Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Abstention de Monsieur Boticchio. Et du pouvoir. La délibération numéro 2 concerne les ressources humaines, l'avancement de grade et de promotion interne pour 2019 avec des modifications au tableau des emplois. Donc nous avons des avancements de grade, un à l'ancienneté, 2 sur examen professionnel et une promotion interne liée à l'obtention d'un examen professionnel. De fait, pour la filière administrative, nous ouvrons un poste d'adjoint administratif principal 2e classe à temps complet. Nous fermons un poste d'adjoint administratif à temps complet. Et pour la filière technique, nous ouvrons 2 postes d'adjoint technique principal 2e classe à temps complet. Nous fermons 2 postes d'adjoint technique à temps complet. Et nous ouvrons un poste d'agent de maîtrise à temps complet. Et les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents sont inscrits au budget de la commune. Vous avez donc en pièce jointe le tableau des emplois qui a été mis à jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La décision numéro 3 concerne le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord et la proposition d'adhérer à la convention d'adhésion au service des missions d'intérim territoriales. Effectivement, par l'article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, il y a des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui prévoient que les centres de gestion peuvent recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou assumer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou encore de pourvoir à la vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. Ces agents sont donc mis à disposition des collectivités par convention. Le centre de gestion, comme les centres de gestion sont les principaux interlocuteurs des collectivités et établissements pour la mise en place pour la mise à disposition de ces personnels intérimaires. Et en cas de besoin, je vous propose donc d'adhérer
au service de la mission d'intérim territoriale mise en œuvre par le Centre de gestion de fonction publique du Nord. Vous avez en pièce jointe la convention. Il s'agit de m'autoriser à la signer et de pouvoir faire appel, le cas échéant, au service de mise à disposition si toutefois nous en aurions besoin. Donc ce type de contrat viendra pallier les absences. Pardon. Ce type de contrat viendra pallier les absences dites arrêt maladie, CP. Peut venir entre autres pallier ces absences-là. Est-ce qu'il n'y a pas un risque derrière d'augmentation du budget de fonctionnement par rapport à des coûts Ce n'est que de la mission d'intérim, donc effectivement la mission d'intérim coûte un peu plus cher, puisqu'on fait appel à des prestations du CDG, mais c'est surtout sur des postes avec des qualifications bien spécifiques ou recruter sur une durée d'1 ou 2 mois sur une qualification très spécifique, c'est pas possible, quoi. Donc c'est soit on laisse vacant un poste ou on fait appel à ces missions d'intérim. Et comme sur la commune, en ordre général, on a des doublons, donc on n'est pas confronté à ce problème. Ceci étant, on n'est pas à l'abri du fait d'avoir un jour une carence, et on a été confronté à cette carence qu'on a pu organiser avec le service suite à un arrêt maladie en comptabilité. Heureusement que c'était prévu, que c'était une opération qui était prévue et qu'elle a pu faire le nécessaire pour faire les contraintes administratives et notamment les payes avant de partir, parce que sinon on aurait été confronté à un réel problème. On l'avait déjà été quand il y a eu la carence au niveau du service financier dans le poste de Laurence dans 2, et on avait dû faire appel à la perception qui nous avait soutenus à cette époque-là. Vu les situations des perceptions actuellement, on prend nos précautions, et c'est un principe de précaution que d'adhérer à cette convention avec les... Mais ce dispositif ne viendra pas compenser la perte des contrats aidés. Non, ça n'a pas de cause à effet du tout. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La décision numéro 4, c'est Madame Thiémé qui la présente. Vu la commission finances administration générale du 1er octobre 2019, vu la décision de la commission sociale de la CNAF du 16 avril 19 d'augmenter le barème national des participations familiales dans les établissements d'accueil du jeune enfant, vu la circulaire numéro 2019-005 du directeur général de la CNAF en date du 5 juin 2019, considérant que les évolutions suivantes ont été adoptées par la CNAF, l'augmentation annuelle de 0,8% du taux de participation familiale entre 2019 et 2022, la majoration progressive du plafond de ressources pour atteindre 6 000 € en 2022 et l'alignement du barème microcrèche sur celui de l'accueil collectif. Considérant que sur le territoire de la commune, le multi-accueil L'Île aux Câlins est concerné par cette augmentation, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte du nouveau barème national des participations familiales pour l'établissement d'accueil du jeune enfant de la commune, tel qu'il est défini dans la circulaire du 5 juin 2019 de la CNAF. De prendre acte de l'application de ce nouveau barème au 1er septembre 2019 et d'autoriser Madame le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision. Merci Madame Thiémé. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La décision numéro 5, Monsieur Bardy. Finance subvention à l'Office municipal des sports. En soutien aux activités de l'Office municipal des sports et notamment pour l'organisation des festivités du 14 juillet 2019 qui ont engendré des coûts supplémentaires en frais de gardiennage et de sécurité, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 850 €. Ça a été réajusté, j'avais l'ancien document, c'est pour ça que je demande confirmation. Merci Rudy. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
La distribution des chèques cadeaux aux enfants des personnels et élus municipaux à l'occasion des fêtes de fin d'année. Comme chaque année, nous proposons d'offrir des chèques cadeaux aux enfants de la naissance et jusqu'à leurs 16 ans dans l'année, aux enfants des personnels et aux enfants des élus municipaux. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La décision suivante pour le bassin minier patrimoine mondial, Madame Magnier. Merci. Vous savez qu'on fait partie du bassin minier Nord-Pas-de-Calais et que nous allons organiser le tricentenaire en 2020. Donc depuis le 30 juin 2012, le bassin minier Nord-Pas-de-Calais côtoie la prestigieuse liste du patrimoine mondial des sites aussi emblématiques que la Grande Muraille de Chine ou les pyramides d'Égypte, ou le Taj Mahal en Inde. Le Comité du patrimoine mondial a reconnu la valeur universelle exceptionnelle de son patrimoine et de ses paysages, ainsi que de sa place exceptionnelle dans l'histoire sociale du monde de la mine. Le bassin minier, inscrit au titre de paysage culturel évolutif vivant, offre une sélection de 353 éléments caractéristiques. Cités minières, fosses d'extraction, chevalement, terrils, qui permettent de comprendre l'empreinte laissée par 270 ans d'exploitation charbonnière. Si l'essentiel de ces 353 éléments bénéficie d'une maîtrise foncière et immobilière publique, il existe quelques bâtiments qui sont encore la propriété de personnes privées. La souscription sauvegarde du patrimoine minier en danger vise particulièrement ces édifices. L'enjeu est d'abord de les sauvegarder, ensuite de leur trouver une nouvelle affectation, prioritairement en lien avec la stratégie de développement touristique et culturel du territoire. Leur préservation est l'un des enjeux majeurs de la gestion du bien patrimoine mondial à court terme et jouera un rôle déterminant dans le maintien de l'inscription. Mission du bassin minier lance en partenariat avec la Fondation du patrimoine une souscription nationale pour mobiliser les fonds et ainsi accompagner les projets de reconversion au fur et à mesure de leur émergence. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Madame le maire à verser un don de 150 € à la Fondation du patrimoine dans le cadre de la souscription nationale patrimoine minier en danger et d'autoriser Madame le maire à signer tout document afférent à ce dossier. À tout hasard, toute personne privée peut aussi faire un don à cette association. Merci Madame Magnier. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération numéro 8. C'est Rudy qui reprend la parole pour les festivités du 14 juillet et le versement des subventions aux associations participantes, sachant que les élus qui font partie des associations ne votent pas pour leur association. Alors, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le versement d'une subvention d'un montant de 100 € aux associations qui ont participé aux festivités du 14 juillet 2019, à savoir le Club des aînés du Trieux, Monica Dance, l'Ivresse, les Doigts de Fée, Canary Club Fresnois, Tipoar, Madame Magnier ne prend pas part au vote, les Familles Fresnoises, Madame Louvion ne prend pas part au vote, et Madame Magnier aussi, le Handball Club Fresnois, les Nadersoft, la Compagnie des Archers Fresnois, le Motoclub Fresnois, le Karaté Club Fresnois, les Loisirs Fresnois, le Sandre Fresnois, le Stade Fresnois, et je ne prends pas part au vote, le Tennis de table Fresnois, les anciens combattants. La dépense est inscrite au budget de la commune. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors la délibération suivante, c'est une dotation de solidarité communautaire, notamment une sollicitation de l'association du Carnaval de Fresnes pour l'organisation du marché de Noël qui aura lieu le 7 et 8 décembre 2019 à hauteur de 4 500 €. Voilà, en leur qualité de membres représentants élus, ne prendront pas part au vote
Monsieur Hecht, Monsieur Demory, Monsieur Henrard, Madame Delcroix, Madame Louvion, Madame Bécu et Monsieur Papin. Y a-t-il des demandes d'information? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Une subvention à une nouvelle association, Bioterre Tous. Il s'agit de l'association qui vise à promouvoir la commercialisation des produits locaux et qui organise depuis quelques mois un marché mensuel dans le parc santé bien-être, favorisant ainsi les circuits courts ainsi que toutes les actions ayant trait au développement durable. Une subvention pour une aide au démarrage à hauteur de 150 €. Qui est contre? Est-ce qu'il aurait été possible d'avoir le dossier joint avec cette délibération pour voir qui fait partie de l'association? Ouais. La 10 et concernant la 10 et la 11. Alors, Colette est... pardon, non, c'est la 10? Ouais, mais même question pour la 11. Ah oui, c'est une nouvelle association aussi. Ok, ben on vous le communiquera. On vous communiquera les statuts des associations au prochain conseil. Et donc, sur l'association Bioterre Tous, c'est Monsieur Deruche et Madame Fauveau qui ne prennent pas part au vote. Donc, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Et toujours sur cette association, je vous informe que le prochain marché aura lieu, si je ne m'abuse, au Trieux. Monsieur Deruche, vous voulez prendre la parole ? Avec un micro pour qu'on puisse entendre. Le principe est simple, c'est que à partir du moment où, où le temps n'y est plus, quoi, pour le faire dans le parc, c'est-à-dire à partir du mois de novembre, à partir du mois prochain jusqu'au mois de mars, on fera donc le marché au Trieux de Fresnes. C'est aussi pour que les gens du Trieux puissent aussi profiter du marché. Donc il y a une partie, donc l'hiver, comme ça il y a une solution de repli dans la salle des fêtes du Trieux. Et puis aussi également, il y aura au mois de décembre, il sera en même temps que le marché de Noël, vu qu'il y aura déjà les cabanons installés. Donc ça sera le vendredi soir où il y aura le marché de Noël. Et à partir du mois d'avril, on repart dans le parc comme ça. Les gens ils sont habitués à ce que c'est toujours le premier vendredi du mois, au Trieux, quand il fait pas beau, l'hiver, et dans le parc, au beau jour. Voilà, voilà. Merci de votre intervention. Qui est... j'ai mis au vote ou pas? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, la délibération numéro 11, c'est la même, effectivement, que celle que la 10. Il s'agit de la nouvelle association Fresnes 1720. Donc, qui a pour objet la conception, l'organisation et la réalisation de manifestations portant sur le patrimoine culturel et populaire de la ville, qui a également pour objet de prendre en charge toutes les actions relatives à la création, la promotion et au développement de la marque. Alors, je vous prie de rectifier l'erreur, puisque c'est pas la marque Fresnes 1720. Fresnes 1720, c'est le nom de l'association. Le nom de la marque, c'est Label Mine. L-A-B-E-L, plus loin, Mine. Pour la conception de produits dérivés, et puis également la mise en œuvre des partenariats avec toutes les entités publiques et privées. Donc une aide au démarrage également à hauteur de 150 €. Et pour cette délibération, c'est Madame Magnier qui ne prend pas part au vote. C'est la seule représentante des élus dans cette association? Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 12, c'est l'avenant de clôture pour le PNR CAD. Alors, PNR CAD, l'action est démarrée déjà depuis un moment. Un avenant 1 a été signé en 2015, un avenant 2 en 2018, un avenant 3 en 2018 également. Et là, vous avez à vous prononcer sur l'avenant de clôture, qui est annexé évidemment à la délibération. Donc, cet avenant a pour objet de mettre à jour les postes de dépenses des opérations des îlots dégradés. Ça nécessite de revisiter l'ensemble des sites et des villes qui émargent à ce dispositif. Il s'agit également d'ajuster les participations de l'ANRU, de la région, des villes et de Valenciennes Métropole, suivant les bilans d'opération bien évidemment. De minorer la valorisation foncière sur 2 îlots sous maîtrise d'ouvrage bailleur, notamment sous l'îlot Bancel, à Fresnes-sur-Escaut.
de supprimer certaines opérations, donc une à Crodé-sur-Escaut, une à Anzin, 5 opérations sur des immeubles ORI et une étude préopérationnelle en matière de gestion urbaine de proximité, et de fusionner certaines opérations pour faciliter la mise en œuvre du suivi opérationnel et financier. Et donc sur notre commune, ça touche l'îlot du Rivage, la rue de l'Escaut et l'îlot de la cour de l'Escaut, à Fresnes-sur-Escaut. Ensuite, de créer une opération pour l'îlot dégradé aux 4 places rue Vaillant-Couturier. Le 4 places rue Vaillant-Couturier, il était placé sous ORI et donc il change de statut et il arrive dans une opération îlot dégradé PNR-CAD. D'identifier pour cette opération Habitat du Nord comme maîtrise d'ouvrage à Fresnes-sur-Escaut et d'identifier également pour l'opération qui aura lieu rue du Rivage, rue de l'Escaut et cour de l'Escaut, SIA Habitat comme opérateur. C'est lié au dernier changement d'opérateur qu'il y a eu ces derniers temps à la suite des dispositions qui ont été prises en matière de logement par rapport aux bailleurs sociaux. Les participations financières donc changent pour l'ensemble des partenaires. Pour l'ANRU, elles s'élèvent à 6 993 000 167 euros. Pour la région, à 5 138 570 euros. Pour Valenciennes Métropole, à 6 700 623 euros. Et pour les différentes communes, à 3 456 075 euros. Il vous est donc demandé d'approuver les termes de cet avenant et de me permettre de le signer. Y a-t-il des questions sur cet avenant? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est également un avenant, si je me souviens bien. Il s'agit cette fois-ci de procéder à l'examen de l'avenant numéro 1 au protocole d'accord foncier et d'aménagement entre la ville et Maisons et Cités pour la requalification du quartier Soult et notamment l'entrée de ville. Alors, vous savez qu'en septembre 2018, le conseil municipal a approuvé le protocole d'accord foncier et d'aménagement entre la ville et Maisons et Cités pour la requalification en entrée de ville. Ce protocole, faisait état d'un échange sans soult sur l'emprise du foncier, propriété de Maisons et Cités, à intégrer dans le patrimoine communal pour la réalisation des espaces publics, et de l'emprise du foncier propriété de la ville à intégrer dans le patrimoine de Maisons et Cités pour la réalisation du programme de logement. Or, il s'avère que si on pratique comme ça, les travaux sous condition de mandat avec Maisons et Cités à réaliser par la ville n'ouvriraient pas droit au FCTVA, ce qui fait une perte financière importante pour l'équilibre financier de l'opération. Et par conséquent, afin d'optimiser l'éligibilité de l'opération au remboursement du FCTVA, la ville peut, avant les travaux d'aménagement, se rendre propriétaire de la totalité de l'emprise foncière. Donc en fait, on va être propriétaire de l'emprise foncière totale, et après la réalisation des travaux d'aménagement, on rétrocédera à Maisons et Cités l'emprise dont il a besoin pour réaliser son programme de logement. Donc au lieu que ça soit une soult, c'est un échange foncier qui se fait. Et donc on reviendra dans une délibération sur ces divisés, je pense, par délibération, non ? Sur l'acquisition ? Sur les échanges fonciers. Voilà. C'est fait l'échange foncier, comment je peux dire, la définition des parcelles est déjà faite. Tout est fait. D'ailleurs, elle est jointe à la convention. Voilà. On aura besoin de redélibérer ou pas? Non, normalement, on n'a pas besoin de redélibérer. Voilà. Y a-t-il des demandes d'information sur ce sujet? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Nous passons à la délibération numéro 14. Il s'agit de la redynamisation des centres-villes, centres-bourgs et de l'engagement de la commune à ne pas favoriser le commerce périphérique. Vous savez que la commune de Fresnes a monté un dossier pour être éligible dans le cadre du dispositif Redynamisons nos centres-villes et centres-bourgs. À cette occasion, les critères de sélection des communes lauréates étaient donc la qualité du projet, l'approche globale intégrée, ainsi que la faisabilité des projets présentés. Pour répondre complètement à l'ensemble des critères d'éligibilité, pour cette action dans laquelle nous avons été lauréate, la ville a été lauréate et donc a obtenu l'ensemble des critères. Il nous est demandé de confirmer notre engagement de ne pas favoriser l'extension du commerce de périphérie. Quand on parle de commerce de périphérie, on parle de commerce important, des grands lobbying, des grandes surfaces, Auchan, etc. Voilà. Oui. Il fut une époque avec M. Copin, quand il était maire, il y avait eu un arrêté ou une délibération qui avait été votée pour interdire les commerçants et propriétaires de commerce sur le centre-ville de modifier leur magasin d'habitation. Oui. Est-ce que c'est toujours en vigueur? Est-ce que... Alors, on essaye de le faire appliquer encore actuellement. Ça va être remis à l'ordre du jour dans le cadre du PLUI, puisqu'en fait, on va devoir, dans le cadre du PLUI, déterminer les linéaires commerciaux où, effectivement, là, du coup, il n'y aura pas de dérogation et ils seront obligés de maintenir un périmètre commerce en rez-de-chaussée. Et donc, ce périmètre, il aura pour objet une partie du linéaire de la place, là où vous avez la Concorde, le coiffeur, Rubiano et puis la mairie. Il remonte jusqu'à la rue du Maréchal Soult et après il va en face jusqu'à la BNP et puis alors bien évidemment les commerces existants restent des commerces existants, mais tout ce qu'il y a après, si ça change de destination, ça pourrait être mis en destination habitation sous certaines conditions, évidemment, comme ça avait été fait le cas avec Urbanisme pour certains. Je prends l'exemple de monsieur et madame Gillet, qui ont remis leur commerce en habitation avec les contraintes liées au cabinet Urbanisme. On agira de la même façon pour ce qui suit. Et ça ira dans la lignée du projet qui va être développé cours de l'ESCO et qui vise à prendre l'emprise de l'ancienne librairie jusque Cycle Martinez, merci, qui vise à détruire tous ces magasins qui sont actuellement propriété de l'EPF. Il nous manque encore Génie Solde avec monsieur Morel. Ensuite, EPF va détruire, remettre le terrain à nu et il y aura SIA. C'est pour ça que vous avez délibéré sur le changement d'opérateur. SIA qui va venir et qui va reconstruire dans un programme de logement qui intègre donc l'ensemble de cette parcelle-là, la petite parcelle qui est actuellement grillagée en face dans la rue de l'Escaut et l'ensemble des accessions à la propriété de la rue du Rivage. D'accord. Merci. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, la 15, pour la définition d'une stratégie de restructuration et de redynamisation du centre-ville. C'est en droite lignée avec la précédente délibération. Nous avons été lauréats sur les centres-villes, sur la redynamisation centre-ville, centre-bourg. La présente délibération vise à mettre en place une étude qui a démarré concernant la redynamisation du centre-ville et la restructuration du centre-ville. Une étude large qui nous invite à mettre en place un diagnostic multicritère, c'est-à-dire qu'on ne prendra pas en compte que l'aspect commerce, on va prendre également en compte l'aspect habitat, l'aspect activité économique, l'aspect service, l'aspect équipement et les espaces publics. Donc tout ça dans le cadre de l'aménagement du centre-ville afin de déterminer les priorités d'action à envisager qui seront mis en corrélation avec le dispositif et le projet centre-ville, centre-bourg.
Donc cette étude est prise en charge par la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole. Elle est à part égale entre la ville et Valenciennes Métropole. Et donc, comme c'est Valenciennes Métropole qui a la maîtrise d'ouvrage, pardon, je me trompe tout le temps, c'est la ville qui va verser un fonds de concours à Valenciennes Métropole à hauteur de 50% du montant estimé de l'étude qui s'élève à 107 000 €. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 16, c'est le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage du Nord. Vous savez que le 5 juillet 2000, la loi du 5 juillet 2000 prévoit la mise en place dans chaque département d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage qui précise les secteurs géographiques d'implantation, les aires permanentes d'accueil, les terrains familiaux locatifs, ainsi que les terrains de grand passage, ainsi que les communes où ces équipements doivent être réalisés. Dans le Nord, le schéma actuel a été approuvé à l'époque en 2012 par le préfet et le président du conseil départemental. Il a été mis en révision en décembre 2017. Et donc cette révision, pour arriver in fine à une meilleure adéquation entre les prescriptions de la loi et les réalités locales. Les membres de la commission consultative départementale des gens du voyage se sont réunis le 2 juillet 2019 et ont validé ce nouveau projet de schéma. Ah, je dois m'arrêter, je dois tout reprendre ou pas? Ah, ça va, je m'arrête. Excusez-moi. Très bien, donc je reprends. Je disais que les membres de la commission consultative départementale des gens du voyage s'étaient réunis le 2 juillet 2019 et avaient validé ce nouveau schéma départemental. Donc le schéma départemental est mis en ligne et donc l'avis rectificatif portant sur les prescriptions arrêtées par la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole est joint à la délibération. Et donc il vous est demandé d'émettre un avis sur ce schéma départemental d'accueil des gens du voyage, sachant que pour la commune de Fresnes-sur-Escaut, les 26 places qui apparaissent dans le tableau sont les 26 places actuelles sur l'aire des gens du voyage. Oui. Moi, il y a des choses qui m'interpellent. Pour avoir participé à la première réunion à l'époque avec monsieur, je reviens sur monsieur Copin, c'était lui. On avait qu'on a accepté à Fresnes de mettre une aire d'accueil des gens du voyage. Je me souviens d'une réunion dans cette salle où monsieur le commissaire de police était présent, monsieur le préfet ou sous-préfet, je ne me souviens plus, où moi je l'étais en tant que président d'Union de commerce et je n'étais pas spécialement enchanté de l'implantation d'une aire d'accueil des gens du voyage sur Fresnes. À l'époque, on m'a rétorqué que de toute façon, en mettant cette fameuse aire d'accueil, nous serions libérés de toute installation sauvage. Il s'avère que c'est complètement faux, on nous a bernés. Plus d'une fois, depuis que je suis élu, je fais remarquer que le pays de Condé est toujours la 5e roue du carrosse, pour ne pas dire la 6e ou la 7e, notamment pour les gens du voyage, on le voit une nouvelle fois. Notre grande ville de Valenciennes qui sait bien prendre ce qu'il faut pour faire fonctionner son commerce et ses infrastructures, eux, les gens du voyage, c'est pas leur problème, ils nous les envoient. Et ils ne font aucune aire d'accueil. Je le sais pas, Saint-Amand-les-Eaux, c'est la même chose. Franchement, j'en arrive à dire que les maires de ces villes-là, qui se gargarisent de leur commune, pourraient prendre une part comme tout le monde et s'investir aussi sur des aires d'accueil des gens du voyage. Et dernière chose pour terminer, la nôtre s'appelle Condé-sur-Escaut, Fresnes-sur-Escaut, elle est chez nous. C'est l'aire d'accueil de Fresnes-sur-Escaut. Pour Condé, c'est un peu facile aussi, à les balancer chez nous. Voilà, ça c'est simplement mon côté chauvin. Alors, sur cette question-là, moi je partage en partie votre avis, sauf que à l'époque, quand on a installé l'aire du voyage à Fresnes-sur-Escaut, le deal qui avait été passé avec la sous-préfecture, c'était aussi d'avoir un arrêté d'expulsion rapide pour les
les gens qui venaient de manière illicite. Donc il se trouve qu'il y a eu plusieurs sous-préfets, l'un décidant de faire comme ça, l'autre décidant de faire comme ça. Donc quand c'était M. de Vimeux, on n'avait plus l'autorisation de faire la procédure accélérée pour les gens du voyage. Maintenant que c'est M. Roch, le nouveau sous-préfet, on a de nouveau, depuis l'année dernière, l'autorisation de faire une procédure express. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Vous avez constaté qu'en août dernier, on a eu l'intrusion massive en entrée de ville sur notre beau terrain du quartier. Les gens du voyage, ne croyez pas que Madame le maire sourit quand elle voit arriver les caravanes, ce n'est pas vrai. Madame le maire ne sourit pas, Madame le maire fait ce qu'elle doit faire et donc elle signale tout de suite, dès qu'elle constate au sous-préfet qu'il y a une intrusion illicite des gens du voyage sur le territoire. Le sous-préfet donne un avis d'expulsion à la mairie. Cet avis d'expulsion, nos ASVP doivent aller le porter aux gens du voyage pour les prévenir et 48 heures après, c'est la police nationale qui intervient pour les expulser. Voilà normalement ce que devrait être la procédure. Elle a été début août. Les gens du voyage sont partis parce que nous avons relancé à plusieurs reprises en disant que le 15 août, il y avait un feu d'artifice qui se tirait et que si on ne voulait pas voir péter les caravanes, il fallait mieux que les gens du voyage partent. Donc du coup, les gens du voyage sont partis. Le 15 août, ne nous laissant même pas le temps d'intervenir sur les mesures à prendre pour éviter qu'ils ne reviennent. Et donc, le 17 août ou le 16 août, ou je ne sais plus exactement à quelle date, ils sont revenus. Très bien. Que fait Madame le maire? Madame le maire signale de nouveau au sous-préfet que les caravanes sont revenues. Madame le maire part en vacances et donc à son retour constate que les caravanes sont toujours là. Donc, entendu par monsieur le sous-préfet sur un autre sujet en date du 2 septembre, elle signale à monsieur le sous-préfet que les caravanes sont toujours présentes sur sa commune. C'était le lundi 2 septembre à 18h et monsieur le sous-préfet m'a assuré que quand il avait une demande, il la traitait dans les 24 heures. Je lui ai donc demandé de traiter la demande dans les 24 heures. La commune a donc reçu l'arrêté le vendredi qui a suivi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je vous laisse faire le calcul. Je dis simplement que la commune de Fresnes n'est pas laxiste. Je dis simplement que la commune de Fresnes n'a pas non plus tout pouvoir, comme certains le disent, et que c'était pas Camping Club à Fresnes-sur-Escaut. Malheureusement, c'est pas de mon fait. C'était un petit coup de gueule qui est partagé avec certains élus communautaires, notamment avec ma collègue de Bruay-sur-Escaut, qui est également confrontée à une situation très importante, encore plus importante que nous, sur sa commune, puisqu'elle fait l'objet de menaces personnelles sur le sujet. Et donc, vous savez que c'est un sujet qui est très, très important. C'est également un sujet, puisque l'ère de ce nouveau schéma départemental prévoit toujours une aire des gens du voyage qui doit être conjointe aux deux agglos, que cette aire de gens du voyage, jusqu'à présent, était soit sur Fresnes, soit sur l'agglomération, enfin une année sur Fresnes, une année sur l'aire de grand passage sur la communauté d'agglos de la CAPH. Pour une raison indéterminée, ceci a été stoppé il y a 2 ans, quand on a eu l'invasion des caravanes chemin du Pire, d'accord, ce qui nous a quand même valu le blocage de la ville pendant près de 2 heures, blocage entier de la ville sur Fresnes-sur-Escaut pour qu'il s'installe. Et ce problème n'est toujours pas traité. Et si il est annoncé clairement qu'une aire de grand passage doit être mise en place, en tous les cas, on ne nous a pas encore dit où elle se situerait. Voilà. Donc, le débat se poursuit. À signaler également pour limiter les intrusions sur le quartier, et notamment en entrée de ville, on a pris un nouvel arrêté qui vise à
qui va être pris, je ne sais pas s'il est pris ou s'il va être pris, il est à la signature, qui a été travaillé en lien avec la police nationale et la ville pour mettre des panneaux spécifiques sur le non-stationnement de caravanes afin que la police nationale puisse verbaliser également l'intrusion des gens du voyage, etc. Puisque quand on peut verbaliser, qu'on touche au porte-monnaie, ça a plus d'impact. On verra. Mais en tous les cas, on essaye vraiment de limiter la présence abusive des caravanes sur notre territoire. Bien, sur cette convention sur ce schéma départemental, on vous demande d'émettre un avis. Donc on prendra note de vos interventions et de vos remarques. On met aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Et on va passer à la délibération numéro 17, qui est une convention avec le département du Nord pour le balayage des bandes cyclables des routes départementales en agglomération. Donc c'est une politique volontariste du département qui est menée dans le département en matière de balayage des pistes cyclables en agglomération. Et donc elle donne la possibilité de réaliser le balayage des bandes cyclables sur les routes départementales pour toutes les communes de moins de 10 000 habitants, dont la nôtre. Et donc la délibération présente vise à m'autoriser à signer la convention. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. J'en arrive aux délibérations 18 et 19 et j'invite Madame Blaise à venir me rejoindre pour la présentation de 2 décisions modificatives du budget primitif 2019 et l'intégration des frais d'études et insertion. Madame Blaise, je vous laisse la parole. Merci Madame le maire. Alors, la première décision modificative concerne en fait, on a 2 décisions qui concernent les frais d'études. La première concerne l'intégration des frais d'études et les dépenses d'insertion qui sont suivis de travaux. Donc les frais d'études suivis de travaux sont intégrés sur des comptes qui correspondent aux immobilisations, aux travaux. Donc le principe est simple, vous faites une recette sur le compte concerné d'études et vous contrebalancez par une dépense sur le compte qui correspond aux travaux. Donc je vous ai fait surtout toute une liste pour que vous vous rendiez compte de quelles études il s'agissait. Je pensais que comme c'est un travail important qui a été fait avec la trésorerie aussi, c'était intéressant pour vous de savoir de quelles études il retournait. Quel type d'études. Et donc les montants qui sont annoncés en première partie sont repris et redispatchés sur les comptes concernés pour un total de 267 933,42 € en dépenses et la même chose en recettes. Donc c'est neutre pour le budget, mais c'est le traitement des dépenses qui ont été faites en matière d'études. Voilà. Je le présente comme ça, je pense que je ne vais pas vous faire tout le détail. Si ça vous convient. Des observations. Y a-t-il des observations sur cette délibération? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie et on va passer à la décision modificative numéro 3 dans le cadre de la 19e délibération. Alors, dans cette délibération, vous avez le traitement des frais d'études qui ne sont pas suivis de travaux. Ceux-là, ils doivent être amortis entre 1 et 5 ans de droit. Et donc, ici, j'ai proposé, Madame le maire, un amortissement sur 5 ans. Donc, il y a entre autres d'autres lignes, il y a beaucoup d'autres lignes que ces amortissements. Donc, on va pouvoir reprendre en détail la décision modificative. Donc vous avez la partie du haut qui concerne l'investissement et la partie du bas concerne le fonctionnement. À gauche les dépenses, à droite les recettes. Donc vous avez en compte 2031 en frais d'études, ce qui concerne une étude pour le château du parc, 31 596 €.
encore frais d'études. Donc là, ce sont des dépenses, ce n'est pas les amortissements. Centre-ville, donc on avait une prévision au budget, donc les montants qui ont été annoncés correspondent à une ouverture des plis avec une petite surévaluation par rapport au budget, donc 1 750 € pour 2019. Ensuite, suite aux inondations, des changements ici doivent être faits dans cette salle, notamment pour les spots LED, 5 900 €. Ensuite, 2 600 € autres bâtiments publics. Il s'agit en partie du sinistre qu'il y a eu au parc, donc sur les Jeux, l'incendie. Donc il y a une partie en remplacement, une partie donc on réinvestit et une partie en réparation. Donc 2 600 €. Ensuite, 11 300 €, c'est de la signalétique. Ensuite, 45 000 € ce sont des travaux de voirie. Ensuite, donc je vais prendre la partie recettes. On a un reversement du FCTVA de 15 000 € en plus, la taxe d'aménagement 18 000 € de plus par rapport au budget. Dotation d'équipement, nous avons eu la notification de la DETR pour l'opération de création d'un bâtiment modulaire à l'école Ferry, donc 90 000 €. Ensuite, 12 646 €. Donc là, on retrouve les amortissements des frais d'études, donc en recettes d'investissement. Donc la partie investissement s'équilibre avec un retrait du virement de la section de fonctionnement de moins 37 500 €. Et donc nous avons un équilibre d'investissement 98 146 €. Ensuite, en fonctionnement, nous avons un prélèvement sur les dépenses imprévues de 84 761 €. Donc en négatif. Ensuite, le virement à la section d'investissement, on l'a vu, était rabaissé de 37 500 €, donc un besoin en moins. Ensuite, achat de prestations de services, il s'agit pour 5 715 € de l'arrêt du tram qui a eu lieu cet été. Ensuite, l'achat de prestations de services, 13 000 €. Contrat de prestation de service 3 600 €. Donc là, on retrouve l'abattage du hêtre suite à l'incendie dans le parc. Location mobilière, 12 000 €. Ensuite, 4 600 € l'autre partie des jeux du parc. Donc pour suite au sinistre. Donc là, c'est la partie intervention-réparation. Ensuite, pour les bâtiments publics, 11 650 €. Donc ça, c'est les interventions sur la toiture de la mairie suite aux inondations. Ensuite, 67 600 €, ce sont des travaux de voirie. 5 000 € de la peinture, pour la voirie, toujours. 450 €, donc là, c'est... on avait prévu donc un logiciel famille pour le service jeunesse. J'ai un surcoût de 450 € pour pouvoir prendre en compte l'interaction avec des tablettes. Ensuite, 2 500 € fêtes et cérémonies. 2 000 €... Donc, ah oui, alors là j'ai 2 000 € en plus et vous avez 2 000 € en moins en dessous. En fait, ce sont les frais liés aux emprunts. Je me suis trompée de ligne tout simplement. Donc je corrige. Ensuite, subventions aux associations, donc les 300 € sont les nouvelles associations. 1 700 €, ce sont les subventions pour le 14 juillet. 850 € c'est pour l'OMS. 4 500 €, c'est le carnaval de Fresnes pour le marché de Noël. Donc là, les moins 2000 dont je viens de vous parler. 150 €, c'est la Fondation du patrimoine. Et donc, on a la dotation aux amortissements pour les frais d'études, 12 646 €. Donc, c'est le pendant des recettes d'investissement. En recettes de fonctionnement, nous avons eu une notification de dotation solidarité urbaine excédentaire de 19 000 € par rapport aux prévisions. Et donc 5 000 € en produits exceptionnels divers. On a eu des remboursements de sinistres aussi. Donc comme on a les pendants en dépenses, je vous les matérialise aussi en recettes. Voilà. Donc vous avez la partie fonctionnement qui s'équilibre à 24 000 € en dépenses et en recettes. Et un total des dépenses, investissement et fonctionnement compris à 122 146 € et la même chose en recettes. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des commentaires significatifs qu'effectivement il y a eu des frais liés aux incidents qui se sont passés dans le parc? Je voulais m'adresser aux détracteurs des caméras de vidéosurveillance qui ne fonctionnent pas, mais qui ont toutefois permis cette fois-ci d'interpeller 5 jeunes.
Donc 4 ont été déférés directement sur le juge des enfants puisqu'ils sont mineurs, et 1 sur un juge classique puisque il était majeur. Voilà. Donc quand même, ça sert de temps en temps à quelque chose, même si effectivement, on est bien conscient que c'est pas du 100%, mais c'est un exemple du fait que ça puisse servir. J'aurais une petite question en question diverse, Madame le maire. Oui. Cela concerne, j'ai été interpellé par une association qui s'appelle Foot 59, et ça concerne M. Bardy, s'il pourra me répondre. Ils auraient eu un refus pour l'obtention d'un créneau au niveau de la salle. Oui, c'est monsieur... Alors, j'ai rencontré M. Medguiche, parce que c'est M. Medguiche qui a dû vous rencontrer, concernant des créneaux de salle de sport. Le problème, c'est que tous les créneaux ont été octroyés durant la réunion où toutes les associations fresnoises étaient conviées. Il est venu 15 jours après. Donc tous les créneaux étant donnés, je ne peux pas retirer un créneau à une association pour remettre une association de futsal, sachant qu'il y avait déjà une association de futsal qui n'a pas duré longtemps. Donc je lui ai dit que c'était pas possible cette année. Cette année tout était fait et j'allais pas refaire une réunion, réunir tout le monde autour d'une table, donc c'était pas possible. Donc de là il m'a dit bah ok, et après j'ai su qu'il était parti à Courdet demander une salle de sport. Il n'y avait pas de créneau, donc du coup il a dû s'orienter sur notre commune, mais je comprends pas parce qu'il y avait M. Srimzak qui était président d'un club de foot en salle, qui est dissous à l'heure actuelle, quoi, je veux dire. Oh, il y a longtemps, déjà, parce qu'il y a une autre association entre deux. Est-ce que l'association des jeunes fonctionne toujours le dimanche? On aurait pu le faire 15 jours avant. Est-ce qu'ils ont toujours la salle? Non. Non. 15 jours avant, on pouvait le faire. Mais il est arrivé 15 jours après. Et en plus, cette association-là n'est pas reconnue association fresnoise. Si, il est inscrit en sous-préfecture. Oui, mais il n'est pas reconnu à la commune. Je pense qu'il a dû déposer le dossier en mairie. Oui, mais il n'est pas reconnu à la commune. Donc nous, on ne l'a pas reconnu comme association fresnoise. Non, c'est une association que vous n'inscrivez pas dans... il a été à Condé, il était à Kievrechin. Il s'entendait très bien avec le maire de Kievrechin, donc je ne comprends pas pourquoi il n'a plus de créneau à Kievrechin. Ça, c'est une première chose. Et puis, dans les explications que tu as données, Rudy, on doit prendre en considération aussi la réfection du dojo. Vous savez que les associations qui côtoient le dojo doivent être relogées, entre guillemets, provisoirement, en tous les cas, sur toute l'année ici 2020, pour les travaux, la réalisation des travaux au dojo, ce qui fait que les créneaux de salle ont encore été plus impactés et on a même dû mettre à contribution nos salles de fête pour pouvoir satisfaire l'ensemble des associations existantes. Voilà. Et concernant M. Medguiche, il voulait également faire une équipe de football sur herbe loisir. Donc je l'ai envoyé vers le Stade Fresnois, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème et qu'il pouvait se fondre avec le Stade Fresnois, et il n'a pas donné suite. Donc c'est... Ok, Monsieur Papin. Une petite question pour M. Douvrin, comme d'habitude. J'ai vu Chemin du Pire. J'ai des habitants qui m'ont demandé comment ça se fait qu'on faisait une deuxième fois le macadam. Parce que Monchi a été une fois, et apparemment maintenant c'était celle qui remet encore un enrobé. C'est... Si. Normalement, on ne fait pas de couches. Non. La première fois, donc, Montier est intervenu à divers endroits, donc c'est l'année dernière, en sachant que il y avait normalement un gravillonnage qui était prévu, un bicouche qui devait être prévu, donc sur la totalité, du linéaire du chemin du Pire. Ce gravillonnage a été déporté en 2019, pour des raisons simples, parce que à cette époque-là, il y avait des travaux dans la rue du Champ du Moulin, et bien entendu des transports qui se faisaient par le chemin du Pire. Donc c'est évident qu'on ne pouvait pas prévoir ce gravillonnage en 2018, il a été reporté sur l'année 2020. Et c'est TCL qui a fait ce gravillonnage. En 2019, Sachez que quand Gaylord de Montier travaille sur la commune, c'est souvent un sous-traitant de TCL. Oui, c'est en sous-traitance, bien entendu, puisque nous avons un marché à commande avec l'entreprise TCL qui, en général, lorsqu'ils font des grandes parties d'enrobés, sous-traitent ces travaux à l'entreprise Montier. Alors, la signature du dernier conseil est en train de circuler. Et s'il n'y a plus de questions,
Je clôture ce conseil municipal. Je vous remercie de votre présence.